Un nouveau téléphone ultra sécurisé en préparation pour Emmanuel Macron, ça paraît léger, peut-être dit comme ça comme sujet, mais ça pose plein de questions passionnantes, vous allez le voir. On verra ensuite évidemment les actualités en bref. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Je le disais donc, un téléphone sur mesure ultra sécurisé est en préparation pour le président français, et c'est un sujet important parce qu'il dit beaucoup sur les enjeux d'espionnage et de surveillance aujourd'hui. Alors vous allez me dire, en tant que président, Emmanuel Macron doit déjà avoir en théorie un téléphone sécurisé. En fait, depuis 2006, l'entreprise française Thales a développé un téléphone portable totalement chiffré et sécurisé pour les hauts responsables de l'État. Ce téléphone s'appelle Théorème, donc à la limite pourquoi pas, mais le truc c'est que c'est un téléphone à clapet. Il y a zéro application, en gros c'est pas vraiment un smartphone, on peut même pas enregistrer ses contacts dessus, donc pas le truc le plus pratique du monde pour travailler au quotidien. Du coup, pour communiquer au quotidien sur des sujets qui ne sont pas secret défense, mais qui sont quand même des sujets forcément importants quand on est président de la République, eh bien ça fait des années que les présidents de la République successifs utilisent des téléphones normaux ou classiques. Nicolas Sarkozy par exemple utilisait un BlackBerry pendant un moment, et oui ça fait rétro, un peu vintage je dis comme ça, mais il utilisait un BlackBerry, et selon plusieurs médias, Emmanuel Macron aujourd'hui utilise des iPhones, comme le faisait d'ailleurs François Hollande. Autrement dit, si un jour, qui sait, vous retrouvez face à Emmanuel Macron, vous pouvez essayer de lui airdropper discrètement quelque chose. Il a peut-être oublié de désactiver son airdrop pour tout le monde. Bon, sachant ça, et vu que les chefs d'État du coup ont commencé à utiliser leur propre smartphone, eh bien l'État avait essayé d'adapter pour les présidents et ses collaborateurs un vrai smartphone tactile sécurisé, en essayant notamment de transformer un téléphone Samsung S7 Edge et en faire quelque chose d'assez sécurisé et intéressant. Mais en fait, toutes les modifications l'ont rendu beaucoup moins facile à utiliser. En gros, c'était impossible d'accéder à certaines applications, que ce soit WhatsApp ou encore Google Doc par exemple. Aujourd'hui donc, Emmanuel Macron continue d'utiliser ses iPhones, on le voit d'ailleurs sur des photos récentes. D'ailleurs, selon pas mal de médias, c'est un très gros utilisateur, comme beaucoup d'entre nous finalement, de messagerie instantanée, comme WhatsApp, mais aussi Telegram, une application très utilisée chez les personnalités politiques aujourd'hui, notamment parce que Telegram peut offrir un peu plus de sécurité que des réseaux sociaux comme Messenger ou encore WhatsApp, même si après d'autres réseaux sont jugés par certains encore plus sécurisés. C'est le cas par exemple de Signal. Bon, ça c'est pour le contexte un peu léger disons, mais en réalité c'est un sujet qui est très sérieux. En fait, l'an dernier, un événement a beaucoup fait parler, je me souviens qu'on en avait parlé d'ailleurs dans ce format des actus du jour, c'est le scandale Pegasus. Alors si vous n'aviez pas suivi, en fait il avait été révélé que le Maroc utilisait un logiciel espion israélien pour infiltrer le téléphone de personnalités connues. Les médias avaient aussi révélé une liste de personnalités ciblées susceptibles de vouloir être écoutées par le Maroc. Cette liste comprenait donc plusieurs dirigeants européens, dont le président français Emmanuel Macron. Et le truc c'est que une analyse détaillée de l'ONG Amnesty International a montré que les iPhones d'Apple, même s'ils sont pas mal sécurisés et plus sécurisés que d'autres smartphones, n'étaient pas capables de résister à l'époque aux attaques de Pegasus. Donc si on en reparle aujourd'hui, c'est parce que le journal Le Monde a révélé que l'État travaille en ce moment à pouvoir proposer au président un smartphone qui permettrait à la fois d'aller sur des applications de messagerie ou de pouvoir ouvrir certains documents, tout en ayant quelque chose de plus sécurisé qu'un simple iPhone, si on peut dire ça comme ça aujourd'hui. L'idée étant donc d'éviter que certains messages privés, que ce soit entre lui et sa première ministre ou alors d'autres membres du gouvernement, ne se retrouvent aux mains de n'importe qui et mettent en danger d'une façon ou d'une autre le pays. Alors une fois qu'on a dit ça, il faut quand même apporter une précision importante. Là on a parlé des conversations quotidiennes, classiques disons, du président sur des sujets politiques. Alors forcément les discussions classiques et quotidiennes d'un président de la République, c'est pas nos discussions, c'est des éléments qui peuvent être sensibles, mais en même temps c'est pas toujours des conversations qui sont secret défense. Par exemple, quand Emmanuel Macron appelle le président ukrainien Volodymyr Zelensky, ou alors qu'il échange sur une opération militaire sensible, eh bien c'est des conversations qui d'une certaine manière mettent en jeu la sécurité du pays, et donc elles ne doivent pas être interceptées. Emmanuel Macron a donc interdiction d'utiliser un portable classique. Il utilise en gros un téléphone fixe qui s'appelle Osiris. On le voit par exemple
exemple dans le documentaire Un président, l'Europe et la guerre de Guy Lagache qui a été diffusé en juin sur France 2. Ce téléphone, il possède près de 2000 contacts qui sont préenregistrés dessus. Il chiffre complètement les échanges pour limiter les écoutes ou autres et il rend donc les conversations beaucoup plus difficiles à intercepter. Par ailleurs, le journal Le Parisien explique que lors de ses déplacements, s'il a besoin en fait de communiquer sur des sujets qui sont sensibles, je sais pas, le nucléaire ou alors des opérations militaires, eh bien Emmanuel Macron est en permanence accompagné par un collaborateur qui est surnommé le transmetteur et qui est entre autres chargé d'établir rapidement des canaux de communication sécurisés. Il faut aussi dire que pour les communications au quotidien, eh bien l'État dispose d'un autre dispositif de sécurité qui s'appelle l'ISIS. C'est en fait une sorte de réseau sécurisé pour envoyer des mails ou des documents dont se servent notamment le président, ses équipes, les ministères ou encore la DGSI, la DGSE, l'armée, etc., etc. Mais là aussi, ça pose des problèmes en termes d'usage, parce qu'en fait, selon Le Monde et Le Parisien, aujourd'hui, il y a de nombreux fonctionnaires qui critiquent le fait que ce système est beaucoup trop rigide et beaucoup trop lent, en fait, par rapport à des systèmes de messagerie qui peuvent exister aujourd'hui et qu'on utilise tous au quotidien en ce moment. Bref, je trouve ça intéressant de voir comment l'évolution des modes de communication pose aussi des défis et des enjeux pour les États en termes de sécurité. Ça pose évidemment aussi une question plus large sur la question de la surveillance, du renseignement. Il y a beaucoup de choses à voir là-dessus. Et je pense qu'on se replongera d'ailleurs là-dessus un jour sur les systèmes d'écoute qui ont pu être mis en place et qui existent encore dans certains cas aujourd'hui. Les systèmes d'écoute de l'Elysée par les Américains via leur ambassade avaient notamment été révélés il y a quelques années. Au passage, j'en profite parce que j'anticipe la question. On parlera demain dans notre format des Actus du jour de cette question de menace de coupure d'électricité par moment en France dans les prochains mois alors que l'hiver approche. Le gouvernement a en effet dévoilé un plan qu'il pourrait potentiellement utiliser. Ça pose beaucoup de questions. On verra tout ça demain en détail. Quoi qu'il en soit, je donne la parole tout de suite à Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après. Salut tout le monde, on commence avec une première info. Les syndicats de médecins libéraux et de biologistes ont appelé à la grève ce jeudi 1er décembre et ce vendredi. Ils veulent faire pression sur le gouvernement dans le cadre du budget de la sécurité sociale. La principale revendication des médecins généralistes libéraux, c'est qu'ils veulent que le tarif d'une consultation soit doublé et qu'il passe donc de 25 à 50 euros. En gros, ils disent qu'aujourd'hui, sur une consultation de 25 euros, il ne leur reste environ que 10 euros car leur charge représente 50% de leur chiffre d'affaires. De leur côté, les biologistes s'opposent à une mesure qui prévoit que les laboratoires soient prélevés de 250 millions d'euros l'année prochaine car ils ont fait beaucoup de profits cette année avec les tests Covid. Deuxième actu, et c'est une autre grève qui va toucher la France ce week-end cette fois-ci, c'est celle de la SNCF. Elle devrait fortement perturber le trafic de vendredi à dimanche sur les lignes TGV et Intercités avec seulement 4 trains sur 10. Alors ce sont plus précisément les chefs de bord qui appellent à la grève, qu'on appelle généralement les contrôleurs, et ils réclament des hausses de salaire, de meilleures conditions de travail et des recrutements. En tout cas, des préavis de grève du 23 au 26 décembre et du 30 décembre au 2 janvier ont aussi déjà été déposés au cas où les négociations n'aboutiraient pas. Troisième actu, on voulait vous tenir au courant de ce qui se passe en Chine. On vous en parlait ce lundi, de nombreux Chinois manifestent ces derniers jours pour réclamer la fin des sévères restrictions contre le Covid imposées par les autorités depuis maintenant presque 3 ans. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que les autorités sanitaires ont allégé ces mesures très strictes dans plusieurs villes. Par exemple, dans la mégalopole industrielle du Canton, au sud du pays, le confinement en place depuis plusieurs semaines a été levé, et ce, malgré les contaminations qui restent au passage infimes en Chine par rapport à la population, puisqu'on compte 35 800 cas pour plus de 1,4 milliard d'habitants. La ville de Chongqing, dans le centre de la Chine, a aussi annoncé ce mercredi que certains cas contacts remplissant certaines conditions pourraient être confinés chez eux, alors que jusqu'ici, les cas positifs, mais aussi les cas contacts, étaient obligés d'aller dans des centres de quarantaine. Quatrième actu, et on va parler santé, un nouveau médicament contre la maladie d'Alzheimer présente des résultats prometteurs. La maladie d'Alzheimer, c'est une maladie du cerveau caractérisée par une perte progressive de la mémoire. Ce médicament a été testé sur 1800 personnes suivies pendant 18 mois et les médecins ont confirmé son efficacité pour ralentir de 27% le déclin cognitif des patients, donc la perte de mémoire et des fonctions intellectuelles. Ceci dit, c'est important de souligner que ce médicament est loin d'être parfait. Il a provoqué chez certains patients des effets secondaires, comme par exemple des hémorragies cérébrales. Ça reste quand même une avancée scientifique intéressante qui propose une vraie option de traitement pour la maladie, sachant que 40 millions de personnes sont atteintes de la maladie d'Alzheimer à travers le monde. Cinquième actu, et c'est une actu très sérieuse,
mystérieuse, un collège de Moselle a été obligé de fermer jusqu'aux vacances de Noël à cause d'une odeur d'œuf pourri. Alors ça pourrait s'arrêter là, sauf qu'en plus de l'odeur nauséabonde, certains élèves subissent aussi des conséquences physiques, dont des douleurs aux yeux, mais aussi des grattements de gorge et des maux de ventre. L'hypothèse du sulfure d'hydrogène, un composant chimique incolore, a été avancée mais n'a jamais encore été confirmée. Résultat, des analyses microbiologiques sont en cours et les 484 élèves du collège ne pourront plus avoir cours en présentiel jusqu'à Noël. Sixième actu, et c'est une bonne nouvelle pour l'environnement, l'émirat d'Abu Dhabi, qui fait partie des Émirats arabes unis, a annoncé ce mercredi qu'il avait réduit de 90% sa consommation de sacs plastiques à usage unique, soit l'équivalent de 500 000 sacs plastiques économisés par jour. En fait, Abu Dhabi avait décidé le 1er juin 2022 d'interdire l'utilisation des sacs plastiques à usage unique dans les commerces, sauf les sacs dans les pharmacies par exemple, ou les emballages plastiques pour la viande crue, les fruits et les légumes. C'est une nouvelle assez importante, sachant que selon les autorités, l'équivalent de 1182 sacs plastiques par personne et par an était utilisé jusqu'ici à Abu Dhabi. Septième actu, la plateforme de streaming Spotify a publié ce mercredi sa liste des artistes les plus écoutés de l'année en France, et il n'y a que des hommes et quasiment que des rappeurs. En 5e position, on retrouve le groupe PNL, puis le rappeur belge Damso à la 4e place. En 3e place, c'est le rappeur Gazo, juste derrière Ninho qui est en 2e, et enfin en 1re place, on retrouve le rappeur marseillais Jul pour la 2e année consécutive. Ça c'est donc pour les artistes les plus écoutés de l'année, tous sexes confondus, mais si on s'intéresse aux artistes féminines, on retrouve l'américaine Billie Eilish à la 5e place, Rihanna en 4e, Aya Nakamura en 3e, Dua Lipa en 2e et enfin Angèle à la 1re place. Si vous voulez le classement des titres les plus écoutés de l'année, je vous renvoie à notre compte Instagram hugodecrypte.pop, on a fait une petite vidéo pour vous résumer tout ça. Enfin, dernière actu, et ça va intéresser tous ceux qui veulent assister aux Jeux Olympiques de 2024 à Paris, la billetterie ouvre à partir de ce jeudi. Alors la première étape, c'est de s'inscrire à un tirage au sort entre donc ce jeudi et le 31 janvier 2023, et ensuite les gens tirés au sort pourront acheter les billets. Le site pour s'inscrire au tirage au sort, c'est ticket.paris2024.org. On vous met le lien en description. Et si vous voulez en savoir plus, on a fait un post dédié à ce sujet sur notre compte hugodecrypte.sport, c'est sur Instagram. Je vous mets encore une fois le lien en description. Hier, je vous posais la question suivante: êtes-vous favorable au retour du masque obligatoire dans les transports en commun? Vous le voyez, c'est quand même beaucoup de noms quand même qui ressortent de ce sondage. Quant à aujourd'hui, pas de débat, du coup ce sera tout pour cette nouvelle plongée de l'actualité en une dizaine de minutes. J'en profite pour rappeler à tous les nouveaux que ce format des actus du jour est aussi disponible en version podcast. Vous êtes assez nombreux en ce moment à poster en story le fait que ce podcast des actus du jour a été le podcast que vous avez le plus écouté sur Spotify cette année via le petit résumé qu'ils postent chaque année. Merci beaucoup pour tout ça, et pour ceux qui veulent le découvrir, vous tapez Hugo Décrypte ou Actu du jour sur Spotify, Apple Podcast ou autre pour pouvoir vous abonner et suivre ce format en audio. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous, prenez soin de nos proches, et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.